Donc, avant de commencer avec nos tris de la semaine, on va revenir sur un petit dernier bloc par rapport à la création d'objets en Java. Donc, on avait déjà parlé que quand on travaille avec les objets en Java, il y a le principe d'objet, puis il y a le principe de référence. Donc, quand on travaille avec une classe quelconque, fait que, mettons, on avait notre classe rectangle, okay, qui avait des informations à l'intérieur, puis nous, on voulait créer un nouveau rectangle, ben, on pouvait écrire rectangle R1 est égal à new rectangle. OK? Puis derrière, ce que ça allait créer, ça, c'est un objet rectangle. Puis une variable que moi j'ai appelée R1 qui allait faire référence à cet objet-là. Hein? Fait qu'on avait vu que le new, c'est ça qui me permettait de créer le nouvel objet. Puis après ça, ce nouvel objet-là était assigné à notre R1 qui faisait la référence. On avait vu la première conséquence de ça avec le principe que si on déclarait un deuxième rectangle, et on l'assignait à R1, ce qui se passait ici, c'est que dans cette affirmation-là, il n'y a aucun nouveau rectangle qui est créé. Hein? Il n'y a pas de new, donc il n'y a pas de nouvelle instance. Donc, ce qui allait arriver derrière, c'est qu'on allait avoir une deuxième variable, mais qui allait pointer sur le même rectangle. Donc, tout ce qui allait se passer à partir de R1 allait modifier la même chose que R2 allait regarder. Donc ça, c'est le principe de référence qu'on avait vu avec les principes d'objets en général. Là, ce qu'on va rajouter comme concept, c'est le principe qu'un objet peut être nul. Donc, la variable, si je décide d'avoir une autre variable, donc ici, on va se tasser un petit peu par là, comme ça. Puis je peux dire, ok, ben, j'ai une autre variable rectangle R3. Puis, à ce point-là, je peux l'assigner, en fait, à, même pour être... ok, je peux l'assigner à nul. Ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une variable R3, mais la flèche, ok, la référence, va aller nulle part. Donc, on peut avoir une variable qui existe, ok, j'ai R3 qui existe, qui est supposé faire référence à un rectangle, qui est supposé pointer vers un rectangle, mais en ce moment, je dis, ben, le rectangle n'existe pas encore, ou je sais pas encore c'est quel rectangle que je veux pointer, donc je peux faire, utiliser le mot-clé nul, ok, pour représenter une absence de référence. On peut comparer, on peut faire une conditionnelle sur l'absence de référence, ok. Quand on regarde, on peut dire, ben, j'ai quelque chose qui est égal à nul, puis ça me permet de tester ici l'absence de référence dans un objet. Ce concept-là de absence de référence est particulièrement important quand on va mixer ce qu'on a vu avec les tableaux puis ce qu'on a vu avec les classes. Donc, si je crée un tableau d'objets, donc ici, je me crée un tableau d'objets. Donc, on avait vu que pour créer des tableaux, on avait les crochets carrés après le nom du type, puis on avait quand même le new avec des crochets carrés, puis le nombre de cases du tableau. Donc, ça ici, ça me crée
un tableau de 10 cases pour avoir des rectangles à l'intérieur. Là, la problématique, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si j'ai marqué un new, le new, ce qu'il a créé, c'est l'instance du tableau. Il n'aura pas créé les différentes instances des 10 triangles que j'ai besoin à mettre dans mon tableau. Donc, si je veux utiliser un tableau d'objets, ce qu'il va falloir que je rajoute, c'est qu'est-ce qu'on a ici, où je vais devoir créer manuellement chacun des objets puis les assigner dans mon tableau. Donc, le new rectangle est dans une book for qui va le faire case nombre de fois, case du tableau nombre de fois, donc 10 fois ici dans notre exemple. Puis il va l'assigner à notre tableau au bout. Donc ici, ça va créer... OK, puis l'assigner avec la référence qui vient avec. Ça va en créer un autre dans la mémoire. Ça va l'assigner en référence à celui-là. Et ainsi de suite pour se rendre jusqu'à avoir créé les 10 puis les avoir reliés pour chacun. Une fois qu'on va avoir rempli le tableau de référence à des objets de type rectangle, là, je vais pouvoir utiliser mon tableau comme si c'était un tableau d'objets de rectangle qui a des vrais rectangles à l'intérieur. Parce que sinon, c'est juste un tableau de référence qui pointe à rien pantoute. Fait que ça, c'était notre première capsule de la journée par rapport aux références nulles. Deuxième point, puis le point principal de la journée, ça va être les différents algorithmes de tri. Donc, le principe des algorithmes de tri, c'est de dire, OK, parfait, j'ai un tableau, puis à l'intérieur de mon tableau, ici on va se la faire facile, là, j'ai des valeurs entières. Puis, je veux être capable de trier le dit tableau. Donc, je veux être capable de dire, parfait, je veux prendre mon tableau, puis à la fin, je veux que ça arrive, puis que j'aille 1, 2, 3, 4, 7, 10. Juste une petite question. Oui. Quand tu crées un nouveau tableau, c'est pas new array? Ici, quand on a des tableaux d'objets, Okay. Ben en fait, non. Blablabla, si on s'en va dans nos amis les tableaux, OK, c'est toujours le new, puis le type qu'on veut avoir. OK. OK. Donc ici, on parle de tableau statique. OK, donc de tableau où c'est que la taille est contrainte à la création. OK. On va voir à la fin d'aujourd'hui qu'on va avoir des collections dynamiques avec des array lists qui, elles, vont pouvoir faire des choses plus le fun que les contraintes statiques des tableaux normaux. OK. Fait que ce que tu as entendu, c'est peut-être des new array lists, ou ce que tu as lu, c'est peut-être des array lists en Java, parce que c'est ça qu'on utilise habituellement pour gérer des collections d'informations, mais comme il fallait passer par les tableaux d'antan pour se rendre jusqu'au array list. Mais il n'y a jamais le mot array tout seul. OK. Good. Thanks. Donc, on revient ici à notre sujet de la journée qui nous dit, OK, j'ai besoin, OK, de prendre un tableau avec des valeurs disparates, OK, qui ne sont pas ordonnées. Puis, j'ai besoin de transformer ce tableau-là pour que ça me donne un tableau avec des valeurs ordonnées. Le contexte est simple, mais là, la question c'est, OK, il faut écrire du code qui va prendre notre tableau initial, puis qui va le trier. Donc, il nous faut des algorithmes de tri pour être capable de dire, ben mettons, je regarde mon tableau, j'essaie de trouver la plus petite valeur, puis je la mets au début.
Après ça, ou sinon, je regarde chacune de mes paires de cases, puis j'essaie de les flipper pour mettre les plus bas vers l'avant. Donc, il y a différentes manières d'essayer d'attaquer ce problème-là. On va en voir quelques-unes aujourd'hui, puis on va voir aussi comment est-ce qu'on peut utiliser ce mécanisme-là dans du code par la suite. Donc, le principe, c'est que les algorithmes qu'on va voir aujourd'hui ne sont pas utilisés dans la vraie vie informatique. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est académiquement, on va voir comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour être capable de travailler avec des tris de tableaux. Mais on va regarder que la méthode courante utilise un algorithme qui est très complexe, mais très rapide. Okay? Qui est en fin de compte qu'est-ce que nous on veut, ultimement. Parfait. Excellent. Fait qu'on va commencer, puis on va regarder ça avec un algorithme de visualisation. Fait que on va regarder les différents algorithmes, voir comment est-ce qu'ils travaillent, puis comment est-ce qu'ils agissent pour être capable d'arriver à là. Une fois qu'on va avoir visualisé l'algorithme, on va aller regarder le code en Java qui vient avec pour être capable de voir comment est-ce qu'on pourrait l'implémenter avec du code. Fait que le principe ici, c'est qu'on a un tableau de différentes valeurs. Ici, pour nous aider dans la visualisation, on a des barres qui indiquent comme la grosseur de la valeur spécifique. Fait qu'à la fin de notre algorithme de tri, on devrait voir une visualisation qui est complètement croissante. Parfait. Ici, il faut juste que je ferme mon affaire. Excellent. On va prendre le selection sort au début. Puis, on va le partir. Fait qu'on a ici le pseudocode de notre algorithme de tri. Donc, le principe de l'algorithme de tri, ça va être de dire, OK, je vais répéter un nombre d'éléments moins une fois la liste d'instructions ci-dessous. Fait que, on commence, puis on va aller chercher le premier élément qui n'est pas encore trié. Fait qu'on va voir qu'on va trier graduellement le tableau. On va voir c'est tout colorisé pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc en ce moment, on a tout en bleu, ce qui indique qu'il n'y a rien de pré-trié. On sait aucunement où sont supposées être les valeurs. Nous autres, il faut démêler ça. Fait que quand on commence, on dit parfait, on va aller chercher une première valeur, puis on va dire jusqu'à présent, je pense que c'est elle ma valeur la plus petite non triée. Puis là, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais aller regarder chacune des valeurs non triées, donc toutes les autres cases bleues, puis je vais essayer d'aller voir est-ce que j'en ai une qui peut battre celle-là, est-ce que j'en ai une qui est plus petite que cet élément-là. Fait qu'on va voir ici que ça va essayer de passer au travers chacune des valeurs non triées, donc tous ceux qui sont bleus, puis il va essayer de trouver une meilleure valeur, une valeur plus petite que la valeur courante que j'ai trouvée initialement. Fait que, mettons ici, j'ai mon 2, ben le 2, je suis comme, oh shit! Le 2, c'est meilleur que le courant. Donc, je vais dire, ben, je pense que c'est elle qui est mon minimum dans ma partie non triée. Fait que je continue jusqu'à la fin. Là, on voit que nous autres, il n'y en aura pas d'autres. Puis, une fois que j'ai terminé
puis que j'ai maintenant trouvé la plus petite valeur non triée, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma première valeur non triée, puis je vais l'échanger avec la valeur que j'ai trouvée comme étant la plus petite. Fait qu'en gros, ça va mettre la plus petite valeur au début. Fait que on les swap. Whoop! Et voilà. Fait que là, qu'est-ce qui vient de se passer, c'est que je viens de mettre ma plus petite valeur comme étant à la première case. Ça veut dire que je n'aurai plus jamais besoin de regarder cette première case-là, parce que je sais que cette partie-là du tableau est maintenant triée. Donc, on va la mettre en orange pour dire je sais que cette partie-là du tableau est maintenant triée, j'ai plus besoin de la regarder. Fait que ici, ça fait une itération de la boucle. Fait que si on continue, ben là, on recommence notre boucle. Fait qu'on dit qu'il faut prendre la première valeur non triée, hein? Donc on peut plus prendre le 2 parce qu'on sait que c'est trié, on n'a plus besoin jamais de toucher à ça. On va aller prendre notre première valeur non triée, donc on prend le 44 ici, puis on va aller regarder chacune des autres cases non triées, donc tous ceux qui sont en bleu, puis on va essayer de trouver la plus petite qui est en bleu. Fait que on va avancer, on va dire, ok, est-ce que le 38 c'est le meilleur que le 44 que j'avais sélectionné initialement? Oui, fait que je pense que c'est elle qui est la plus petite à date. Après ça, j'avance, est-ce que le 5 c'est plus petite que mon ancienne valeur que j'ai trouvée qui était le 38? Oui, ben c'est maintenant le 5 que je crois qui est le plus petit. J'avance, 47, c'est pas plus petit, c'est pas plus petit, c'est pas plus petit, c'est pas plus petit. Oh, le 3 est plus petit, parfait, je pense que c'est lui mon meilleur minimum. Je continue à avancer, puis on se rend compte qu'effectivement, c'était le 3 qui était le plus petit. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a trouvé le plus petit dans les non triés? Ben, ici, je vais faire le swap entre ma première valeur non triée, puis le plus petit que j'ai trouvé. Puis si on continue cet algorithme-là, on va voir que le tableau se trie graduellement. OK? Donc, on voit que ça va trouver à chaque fois la plus petite valeur. Puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant, on va revenir là-dessus sur l'efficacité de l'algorithme. OK? Donc, on voit que ça a une boucle qui va le faire n-1 éléments de fois. Mais à chaque fois que je rentre dans ma boucle, j'ai de moins en moins de valeurs à regarder. Parce que à chaque fois que j'avance, la partie en jaune agrandit. Puis je sais que la partie en jaune, ou en orange, je sais pas trop, là, dépendamment à qui tu demandes. Donc, en orange, cette partie-là est triée, j'ai jamais besoin de la regarder. Fait que je peux juste regarder le restant, trier cette partie-là, puis une fois que j'ai fait la boucle nombre d'éléments de fois, ben, -1, je sais que j'ai réussi à trier mon tableau au complet. Pourquoi est-ce que je le fais nombre d'éléments -1 de fois? Ben, c'est parce que la dernière boucle va juste avoir les 2 dernières valeurs. Fait que, en les swappant, c'est certain que la dernière est déjà à la bonne place. Fait que j'ai pas besoin de faire cette dernière itération-là qui regarderait juste la valeur elle-même pour savoir qu'est-ce qui se passe avec notre tri par sélection. Si on regarde le code qui me permettrait de faire un tri par sélection. Ici. Donc, j'aurais une méthode sort quelconque qui reçoit le tableau. Les différents algorithmes de sélection vont se faire sur le tableau lui-même. Donc, on n'a pas besoin de retourner quoi que ce soit. Ça va directement modifier le tableau pour être capable de trier un tableau. Donc, pas besoin de créer un nouveau tableau. C'est le même tableau. Il va juste être trié, ce qu'on appelle in place. Okay? Donc, directement dans le tableau, on va juste swapper les éléments. Ça va bien aller.
Fait que je veux implémenter ce pseudocode-là. Fait que je veux répéter nombre d'éléments moins une fois l'algorithme principal. Donc, je trouve la taille de mon tableau. Donc, on avait vu que les tableaux avaient une propriété length. Je me crée une valeur n, puis ça, c'est la taille de mon tableau. Parfait. Je me crée donc une boucle qui me permet de dire, ben, je commence à 0, puis je vais plus petit que n-1. Donc ça va se faire n-1 fois en tout. Puis là, j'ai besoin de gérer mon algorithme. Fait que je dis ici, il faut que je trouve, puis il faut que je sélectionne le premier élément non trié. Fait que je sais qu'à ma première itération de ma boucle, le premier élément non trié, ben ça va être le premier, qui est en fait à la case 0, hein, parce que en informatique, tous les tableaux commencent à 0. Je sais qu'à la prochaine itération, la première case va être réglée, la case 0 va être réglée, fait qu'il faudrait que je prenne la case 1. Puis après ça, il faudrait que je prenne la case 2, parce que je sais que les deux autres sont réglés. Puis après ça, la case 3, parce que je sais que les trois autres sont réglés. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours sélectionner la case qui est à notre numéro de la boucle. Donc, si je suis à ma boucle numéro 0, ben, je vais sélectionner la case 0 comme étant le premier non trié. Je suis rendu à ma boucle numéro 5, je vais prendre la case numéro 5 pour être ma première case non triée. Puis je sais qu'il faut que jamais que j'aille en arrière de ça. Fait que ici, on se sélectionne un indice qui va être, bon, notre indice minimum trouvé jusqu'à date. Donc le but, c'est d'être capable de dire, je trouve mon indice minimum, puis je vais le swapper avec la valeur courante. Hein? Donc on se souvient, c'est ça notre algorithme principal. On s'en crée un ici, on le sorte, ok. Donc on sélectionne une première valeur, on essaie de trouver la meilleure, plus petite valeur jusqu'à date, puis une fois qu'on a réussi à trouver la plus petite valeur, on va les swapper de place. Donc là, j'ai sélectionné ma première plus petite valeur. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je regarde toutes les autres cases, puis que pour chacune, je me demande, est-ce que c'est meilleur que le plus petit que j'ai trouvé à date? Hein? Donc là, il faut que je parcours chacun, puis quand je trouve un qui est plus petit que mon courant, il faut que je le sélectionne comme étant le nouveau plus petit à date. Donc j'ai une deuxième boucle à l'intérieur, mais celle-ci, elle va partir à i plus 1, hein, parce que quand on avance dans notre algorithme, on va faire ça un petit peu plus rapidement. On va aller chercher ceux-là, excellent. Donc, quand j'ai fini mon algorithme, puis que je recommence, ok, je sélectionne cette première case-là, mais là, il faut que j'aille chercher juste à partir des sections non triées. J'ai pas besoin d'aller voir la partie en arrière. Fait qu'il faut juste que j'aille voir quand je suis à mon, tu sais, j'ai mon itération 0 qui a été faite, mon itération 1, mon itération 2, là, je suis à mon itération 3. Donc, j'ai sélectionné ma case numéro 3 comme étant mon minimum de départ, comme on a fait ici. Puis là, ce que je veux faire, c'est aller regarder de la case 4 à la fin de mon tableau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une deuxième boucle, mais cette deuxième boucle-là va aller à mon itération courante plus 1, donc aller à une case plus 1 que ma première case que je suis en train de checker, jusqu'à la fin du tableau de n. Donc, c'est ça qui va me permettre de regarder chacun des éléments, ok, puis vérifier est-ce que c'est un plus petit que mon courant. Donc, pour regarder si c'est un plus petit que mon courant, ben, je regarde, est-ce que à la case de cette boucle-là, est-ce que c'est plus petit que mon minimum courant? Si c'est le cas, ben, cette nouvelle case-là devient mon nouvel indice pour mon minimum courant. Fait que ça me permet de faire la partie, je regarde chacune des cases, je trouve le plus petit minimum. Ce qui va me rester ensuite à faire comme algorithme,
ça va être le principe de switcher les cases de place. Donc, pour switcher les cases de place, il va falloir utiliser une variable intermédiaire. Parce que le principe derrière ça, c'est qu'on va avoir notre tableau, j'ai des différents numéros, 2, 4, 10, 3, 7. Puis là ici, je veux swapper ces deux-là. Fait que j'ai les cases 0, 1, 2, 3, 4. Donc quand je veux swapper deux éléments dans un tableau, ben il va falloir que je prenne l'élément qui est ici, que je l'assigne là, puis que je prenne l'élément qui est ici, que je l'assigne là. Le problème, c'est que si je fais une assignation trop vite, je vais aller écraser la valeur courante. Ce que je veux pas, parce que je vais la perdre, je ne pourrai pas aller la rechercher. Fait que nous, qu'est-ce qu'on va se faire? C'est qu'on va se faire une troisième case temporaire, ce qui va nous permettre de prendre une valeur ici, aller la mettre là-dedans, prendre la valeur ici, aller l'écraser ici, mais on l'a encore dans notre valeur temporaire, puis après ça, aller la remettre pour faire une espèce de chaise musicale avec nos différentes variables. Donc, comment est-ce que ça se fait en code? Ben, on se crée une variable temporaire, on met dans la variable temporaire une des deux valeurs, temporairement. On écrase la valeur qu'on a mis de notre tableau avec celle qu'on veut swapper. Puis, puisque cette valeur-là, on l'avait mis temporairement quelque part, on la récupère, puis on l'assigne de l'autre bord, ce qui nous fait notre petite chaise musicale triangulaire pour swapper les deux. Donc ça me permet de trier un tableau de manière avec l'algorithme de sélection. OK? Donc en gros, on parcourt le tableau, on trouve le plus petit, puis on le sac au début en le swappant de place. Fait que ça, c'est notre premier algorithme de tri qu'on va voir aujourd'hui. Deuxième algorithme de tri, c'est l'algorithme par insertion. Donc, l'algorithme par insertion, on va mettre ça de côté pour l'instant. Fait que l'algorithme par insertion, je l'ai parti un petit peu trop vite. Son principe, c'est que il va aller prendre, en avançant dans le tableau, il va aller essayer de prendre la valeur puis la faire reculer jusqu'à temps qu'elle soit à la bonne position. Donc, le but de l'algorithme d'insertion, c'est de prendre les valeurs puis de venir les insérer dans la bonne position. Donc, on va regarder notre algorithme principal. On commence puis on dit « Hey, moi je dicte que le premier élément, il est déjà trié. » OK? Donc, quand je commence, je dis « Notre 3, il est trié, c'est fait. » On assume que cette partie-là du tableau, OK? Donc, quand on a une partie triée, ça veut pas dire qu'on y touchera, ça veut pas nécessairement dire qu'on y touchera plus, mais ça veut dire que dans cette partie-là, je sais que les valeurs sont triées. Donc, en ce moment, dans la partie triée, j'ai juste un 3, fait que c'est sûr que c'est trié, il y a juste une valeur, ça va bien. Ensuite, je tombe dans mon algorithme principal. Pour chaque élément non trié, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'élément, puis je vais essayer d'aller l'insérer dans ma partie triée. Fait que ici, on regarde, puis on dit, est-ce que notre 44, il est à la bonne place par rapport au 3? Ici, la réponse est oui, parce que le 3 est plus petit que le 44, notre book est correct. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on le remet, puis on ne touche plus. Puis on dit, parfait, maintenant, cette partie-là, elle est triée. Fait que je recommence mon algorithme principal, je prends ma valeur courante, qui est pas triée, ma première valeur non triée, puis là, je vais aller essayer de l'insérer dans ma partie triée. Fait que là, je regarde, puis je dis, OK, est-ce que 38 est à la bonne place par rapport au 44? Ben là, c'est pas le cas, là, parce que on
a le 38, on a le 44, ok, c'est un peu, ça soque un peu parce que notre 38 il est plus petit, fait qu'il est supposé être avant le 44. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tasser de place pour les positionner de la bonne manière. Puis après ça, je continue, je dis, ok, est-ce que mon 38 est bien positionné par rapport au 3? Oui, il est bien positionné par rapport au 3. Parfait, on replace cette valeur-là dans notre tableau. On continue, on a notre 5, ok, qui est notre prochaine valeur non triée. Fait que je veux aller l'insérer dans mon algorithme, dans ma partie de tableau trié. Fait que qu'est-ce que je fais? Je regarde par rapport à la valeur juste avant elle. Est-ce que le 5 est à la bonne place par rapport au 44? Ben non, parce que le 5 est plus petit. Fait que qu'est-ce qu'il va falloir faire? On tasse le 5. On regarde par rapport à l'autre valeur. Fait qu'on regarde chacune des valeurs individuellement. On regarde est-ce que le 5 est à la bonne place par rapport au 38. Non, le 5 est quand même plus petit que le 38. Donc, on tasse encore notre 5. On continue, on regarde est-ce que le 5 est bien placé par rapport au 3. Ah, oui, parfait. On l'insère dans notre partie triée. Fait que on continue à faire ça pour toutes les différentes valeurs. Puis le tableau, dans la partie orange, va automatiquement croître, puis croître de manière triée. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on sait que la partie orange, c'est la partie qui est déjà triée. Moi, j'ai juste besoin de venir insérer des nouvelles valeurs dans ma partie triée pour être capable de, à la fin, avoir un tableau qui est complètement trié. Parfait. Fait que la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir le code de ça? Juste une affaire. Oui. J'ai l'impression qu'en termes d'exécution, ça prend un peu plus de temps, hein, ce programme-là. Ben, ça dépend parce que premièrement, si le tableau est déjà presque trié, il va prendre N fois pour le faire. OK. Hein? Fait que les différents algorithmes ont toutes leurs forces puis leurs faiblesses par rapport à est-ce que mes données sont déjà presque triées? Est-ce que mes données sont complètement aléatoires? Est-ce que mes données sont inversement triées, donc sont triées en ordre décroissant à place de croissant? Puis chaque algorithme a comme sa version de la meilleure situation, puis sa version de la pire situation. On va voir comment est-ce qu'on interprète ça après avoir vu les différents algorithmes. Mais ici, celui-là, c'est que le tri par sélection a un temps qui est constant. OK? Indépendamment de comment les valeurs sont, ça va toujours prendre le même temps. Okay. Parce qu'il fait toujours la même lecture. Okay. Le tri par insertion, lui, va dépendre de l'état du tableau courant. Okay. Parce que plus il y a besoin de prendre chacune des valeurs puis de les insérer plus loin, plus ça va prendre de temps dans la boucle. Quand il bouge à chaque fois, c'est ça. Okay. Fait que le tri par sélection a un temps arbitraire, le tri par insertion dépend du tableau, puis si le tableau est déjà presque trié, c'est beaucoup plus rapide. OK. Fait que ça va dépendre de ta problématique. Qu'est-ce que tu es en train de faire, tu sais? Parfait, merci. Lequel tu veux utiliser. OK. Bon, on va voir que ultimement, OK, c'est beau de dire ça, là, mais dans la pratique de la chose, on utilise tout le temps le même, qui est le meilleur dans 95% des cas. Puis c'est seulement si ton logiciel a un gros problème tu sais, d'exécution, de tri, que là, tu vas commencer à regarder des alternatives. Tu sais. C'est lequel qu'on utilise à 90%? C'est le Double Pivot Quicksort qui est utilisé couramment. OK. Fait que c'est une version améliorée du Quicksort, qui est la version la plus complexe des algorithmes de tri qu'on verra même pas aujourd'hui, parce que c'est
pas le niveau de complexité que je m'attends que vous soyez capable d'absorber, mettons. On va le voir plus tard ou... Ben, vous allez l'utiliser plus tard, puis vous allez voir sa construction dans un cours d'algorithmie, qui est comme genre milieu de votre curriculum. Parfait. Pour te donner une idée de comme quand est-ce qu'on s'attend que vous soyez prête à ingérer ça, là. C'est good. Ok. Mais on va en voir un qui est un petit peu plus complexe, qui est le merge, juste pour voir justement comment est-ce que ça peut devenir rapidement complexe en code. Ok? Parce que ceux-là sont... Qu'est-ce qui est intéressant du tri par sélection puis du tri par insertion, c'est que le code est très simple. Ok? Dizaines de lignes de code, comme j'ai pu l'expliquer en une vingtaine de minutes, puis je m'attends à ce que vous soyez capable de voir ce code-là, puis peut-être le modifier, mettons que je vous demande de faire un tri qui est par ordre décroissant à place de croissant, ou qu'il y ait des différentes modifications à faire, je m'attends à ce que vous soyez capable de travailler avec ce code-là. Tandis que l'algorithme du Quicksort, il y a le gars qui l'a fait qui est capable de travailler avec, là, puis une couple de gars avec des maîtrises puis des doctorats qui travaillent dans l'efficacité des différents types de triage, là. Mais autrement, on est dans... on l'utilise, puis ça marche. Bon. Ok. Fait que on va revenir ici sur le code de notre tri par insertion. Donc, le principe, c'est de dire, ok, ben, je vais faire n fois quelque chose, ok, en disant, ben, en fait, n-1, hein, parce qu'on dit, quand je commence, on se souvient, on avait dit, je dis, hey, mon premier élément est considéré comme étant trié. Je dis qu'il est trié, donc je commence à travailler avec ma case numéro 1, hein, parce que sinon c'est la case 0. Donc, je vais faire n-1 fois en commençant par 1. Fait que ici, j'ai ma boucle qui dit « Je commence par 1 ». Je regarde jusqu'à n. Puis, je dis « Ok, je commence, puis je vais chercher ma valeur de ma case courante. » Donc, j'extrais ma valeur, mon 44, ici, dans mon « qui ». Puis là, je commence, puis je dis « Il faut que je trie, ok, puis que je l'insère en regardant la première valeur derrière elle. » Donc, on utilise notre i moins 1, puis on dit que c'est notre j courant. Fait que là, on dit, tant que mon j est plus grand ou égal à 0, donc tant que j'ai pas dépassé mon tableau, puis tant que la valeur n'est pas à la bonne case. Ok, donc ici, mettons qu'on regarde notre exemple. Donc, comme qui j'ai 44, hein, comme j, j'ai mon 0. Fait que là, ça va regarder dans mon tableau, hein, c'est ARR, c'est pour array, là, c'est tableau en anglais. Donc, dans ma case 0, j'ai la valeur 3. Est-ce que c'est plus grand que ma clé? Ben non, ça veut dire que mon 44 est déjà à la bonne place. Fait que je saute par-dessus, puis je dis, parfait, je positionne directement ma clé à cet endroit-là. Fait que ça va bien, on le repositionne, il n'y a pas de problème. Je continue mon algorithme, fait que là je suis rendu avec mon i qui est égal à 2 à ce moment-là. Donc j'ai ma clé qui est ma valeur 38. Puis le j parfait, je commence puis je travaille avec mon j qui est égal à mon i-1, fait que ce coup-là c'est 1 mon j, parce que je commence à la case 1, je vais commencer à checker celle-là. Fait que je regarde, est-ce que j c'est plus grand que 0? Oui, c'est à 1. Puis est-ce que ma valeur de 1, c'est plus grand que ma clé? Donc, est-ce que ma valeur à 1,44, c'est plus grand que ma clé de 38? Oui. Ben là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je tasse ce 44-là pour qu'il vienne prendre la place dans ma case. Hein? Donc, comment ça va se passer? Ben, je dis à ma case plus 1, donc à ma case J plus 1, je vais venir mettre la valeur courante. Donc, je vais prendre le 44, puis je vais venir le déplacer. Là, en fait, ici, en ce moment, il y a encore le 44 qui est là. OK? Donc, dans le tableau, là, dans la réalité de la chose, le 44
que j'ai copié, il est encore ici. Mais, puisqu'on recommence notre book, puis quand on recommence notre book, ben, on va aller, puisqu'on a encore décrémenté notre J, là, on va aller regarder, bon, est-ce que mon J est plus grand qu'égal à 0? Oui, il est égal à 0 en ce moment. Puis, est-ce que ma valeur à 0 est plus grande que ma valeur de clé? Ben là, non. Ma valeur à 0 est pas plus grande que ma clé. Fait qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, je sors de la boucle et je réassigne ma clé dans le dernier emplacement vide que j'ai créé. Oups! Et voilà, on voit que j'ai réussi à trier. Puis après ça, on fait juste ça une autre fois, puis on a nos tableaux qui sont triés d'une place à l'autre. N'est-ce pas merveilleux? Donc, ces deux algorithmes-là, je m'attends à ce que vous soyez capable de comprendre le code qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Donc, si je vous redonne ce code-là, je m'attends à ce que vous soyez capable de possiblement le modifier ou s'il y a des problèmes avec, que vous soyez capable de le corriger. Je m'attends aussi à ce que vous soyez capable de refaire la visualisation de ça. Donc, qu'est-ce que je peux m'attendre comme pour refaire la visualisation? Ça serait de me démontrer le tableau à chaque itération principale de la boucle. Fait que, mettons ici qu'on reprend notre tri par sélection, puis on va en créer un qui est un petit peu plus petit, mettons, juste pour qu'on puisse l'écrire par la suite. On va quand même se rajouter une ou deux autres variables. OK? Fait que moi, je m'attends à partir de là que vous soyez capable de dire, OK, si je te donne... On va tasser ça pour qu'on puisse avoir ça ici. Si je te donne le tableau avec 12, 21, 38, 44, 3. Ben, c'est quoi les étapes de ce tableau-là quand il va passer à travers l'algorithme de tri par insertion? Ben, je veux que tu sois capable de me dire, ben, OK, le premier coup, ça va être ça. Ma deuxième boucle principale, bon, dans ce cas-ci, ça reste pareil, là. Il est où, notre Python? Donc, à prochaine étape, ça va être quand même 300, 344, 38, 21, 12. Mais à notre prochaine étape, je vais avoir le tableau qui va être 3, 12, 38, 21, 44. Puis, à ma prochaine étape, je vais avoir 3, 12, 21, 38, 44. Puis, à ma prochaine étape, je vais avoir quand même 3, 12, 21, 38, 44, parce qu'il l'a refait une fois quand même, juste pour vérifier, il savait pas qu'il était déjà fini de trier. Donc, je m'attends à ce que si je vous donne cette valeur-là, vous soyez capable de m'écrire chacune des étapes qu'il y a à l'intérieur. OK. Fait que, on va aller voir un troisième algorithme de tri, mais celui-là, je m'attends moins à ce que vous soyez capable de bien le cerner. Okay, donc le troisième algorithme de tri qu'on va voir, c'est le merge sort, qui est un des premiers algorithmes qui commence à être très efficace. Donc le principe de l'algorithme merge, c'est de prendre le tableau, puis d'en faire des divisions égales. Okay? Donc, il va prendre des paquets de 2 ensemble, puis ben, il va essayer de prendre des paquets de différentes tailles, puis de les trier par petits paquets binaires. Okay? Donc, il va essayer de prendre 2 valeurs ensemble, les trier. Puis après ça, il va prendre 2 autres valeurs ensemble, les trier. Puis après ça, il va prendre les 4 valeurs ensemble, les trier. Puis là, il va prendre
2, 2, 4, les trier, puis là, il va essayer de mélanger à chaque fois les doublons de grosseur ensemble. Puis c'est la manière dont il mélange les différents éléments qui va être intéressant. Donc, le principe, on prend les deux ensemble, on les trie. Okay? Donc, on fait juste sélectionner celui-là qui est le plus petit, puis on le remet dans la liste. On prend le prochain doublon, puis on dit, parfait, j'essaie de trouver le plus petit des deux, je le remets dans ma liste. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces deux petits groupes-là que j'ai créés. Donc, à chaque fois, j'essaie de créer des groupes de même taille, puis de les insérer, de les merger ensemble. Okay? Donc, d'où le nom merge sort, j'essaie de merger des choses ensemble. Fait que le principe, c'est que il va venir sélectionner ces deux groupes-là. Okay? Donc, le groupe rouge, le groupe orange, il va essayer de en créer un seul groupe avec. Comment est-ce qu'il va faire ça? C'est qu'il va regarder seulement les premiers de chacun des groupes. Parce que lui, il sait que dans les rouges, c'est déjà trié. Puis il sait que dans les oranges, c'est déjà trié. Parce qu'on a déjà fait les tris des singuliers ensemble. Donc il a juste besoin de regarder le premier, parce qu'il sait que c'est lui le plus petit des rouges, puis il a juste besoin de regarder le premier des oranges, puis se dire c'est lequel de ces deux-là qui est le plus petit. Donc il va dire, ok, je regarde le premier des deux, je me dis c'est le 3 le plus petit de la gang, donc c'est lui qui va être mon premier dans mon nouveau groupe de 4. Puis à partir de là, il continue à regarder juste les premiers de chaque groupe. Fait que, qui reste, hein, parce qu'on a déjà trié le 3. Fait que là, il dit, c'est lequel qui est le meilleur entre le 5 puis le 44. Fait que ici, on va avoir le 5 qui est meilleur. Fait que là, il me reste le 44, le 38, lequel qui est le plus petit entre les deux, le 38. Après ça, il dit, lequel qui est le plus petit, il reste juste le 44. Parfait, on donne le 44. Fait que là, il a réussi à créer un groupe de 4 qui va être trié. Fait que là, il va essayer de continuer puis de merger des groupes de même taille autant qu'il peut. Fait que là, il dit, ici, j'ai juste un groupe tout seul, fait que je suis pas capable de trier avec mon 4, va falloir que je crée un groupe tout seul de 1. Fait que il va créer il va prendre les deux groupes de 1, il va les trier ensemble, ça devient un groupe de 2, parfait. J'essaie de trier ça, ici, encore une fois, j'ai juste un groupe de 1, je suis pas capable de... en fait, il les a tous déjà... Ah oui, il a déjà fait les doublons ici, ok. Ah non, ça, il va détrier, ça redevient un nouveau groupe de 1, un nouveau groupe de 2, 2, 1, ça me donne un groupe de 2. Puis à partir de là, je suis capable de retravailler avec mes deux groupes de 2. Fait que là, je suis capable de dire, ok, je recommence ici, je vais regarder mon premier ici, lequel qui est le plus petit entre les deux? C'est le 15. Fait que je sais que c'est mon premier. Là, ici, j'ai mon premier, lequel qui est plus petit entre les deux, mon 26, je le prends. Lequel qui est plus petit entre les deux ici, mon 36, je le prends. Lequel qui est plus petit entre les deux, là, l'autre, il n'existe pas, fait que je l'ai de repasser. Puis là, maintenant que j'ai deux groupes de 4, super, je suis capable de merger les deux groupes de 4. Fait que là, je vais sélectionner, encore une fois, juste les premiers de chaque groupe. Fait que là, qu'est-ce qui est intéressant avec lui, c'est que il va jamais faire des grosses boucles qui traversent tout le tableau. Puis c'est vraiment ça sa force. Il va toujours aller voir juste les premiers de fil pour être capable de dire « je te trie par rapport aux premiers de fil que j'ai déjà sous-trié ». Donc là, il est capable de dire « je regarde le 3, je regarde le 15, lequel qui est plus petit entre les deux? Le 3. Là, je regarde entre le 5 puis le 15, lequel qui est plus petit? Le 5. Je regarde entre le 15 et le 38, lequel est plus petit? Le 15. Je regarde entre le 26 et le 38, lequel est plus petit, puis on voit ici que les éléments sont triés au fur et à mesure. Fait que là, pour être capable d'avoir une boucle qui est un groupe qui est tout aussi grand que celui-là, il va falloir qu'il trie la deuxième moitié du tableau, encore une fois par sous-groupe. Fait qu'il fait des sous-groupes de 2. Une fois qu'il y a deux sous-groupes de 2, il fait un sous-groupe de 4. Puis là, il faut qu'il retravaille à partir de là. Donc, on va le laisser terminer, le voir en action. On voit qu'il fait le sous-groupe de 2.
On voit qu'il essaye d'en faire un autre, mais il est pas capable, fait qu'il est obligé de faire un sous-groupe de 3. Là, il essaie de faire un sous-groupe de 4, il n'a pas été capable, fait qu'il y a un groupe de 4, un groupe de 3. Puis il va retrier toute la deuxième partie, puis il va avoir un dernier algorithme qui demande de tout trier le tableau final. OK. Donc, comme j'ai dit ici, si quelque part vous avez perdu un peu le fil de l'explication, c'est pas grave. Ici, le principe, c'est de voir qu'il y en existe des plus complexes, OK, que qu'est-ce qu'on voit en ce moment. Puis ça va faire en sorte que c'est possiblement, c'est plus rapide. En fait, si on se demande la question suivante, celui-là, son code, il a l'air de quoi? On va aller chercher ça ici. Ben celui-là, donc on a le merge ici, là, ok. Puis on a pas mal plus de code pour le faire. Ok. Puis le principe, c'est que ça utilise des fonctions récursives, donc des fonctions qui appellent ces fonctions, pour être capable d'arriver à bon terme. Donc, c'est des choses qu'on va voir, nous autres, à la fin de la session, des fonctions récursives. Fait qu'on n'ira pas étudier le code de celui-ci. Ce qui nous reste à parler, c'est le principe de complexité de temps. Donc, on a vu différents algorithmes, puis on est capable de voir que chaque algorithme va prendre un temps différent pour régler le tableau. On a des manières de représenter le temps que ça va prendre pour les différents algorithmes. OK? Donc, le principe, c'est que on va avoir ce qu'on appelle la complexité de temps, qui est nommée sous la notation qu'on appelle grand O. Fait que le principe, c'est que on se dit, OK, si, mettons, j'ai un tableau qui est de n cases, OK? Oups. On a perdu mon petit écran. Reviens, petit écran. Merci. Donc, si j'ai un tableau de n cases, ben, je veux, admettons que j'ai une boucle qui va de i est égal à 0 jusqu'à i plus petit que n, puis on a i plus plus, ok? Ben, on sait que cette boucle-là, elle va se faire n fois. Ok? Donc, plus le nombre de n est grand, ok, ça dérange pas, ça va quand même être la notation ici n. Ok? Fait que si mon tableau c'était 5, ça devient 5. Si mon tableau c'était 100, ça devient 100. Puis si mon tableau c'est 245 020 et ainsi de suite, ben ça va être la même chose ici. Ok? Donc, le but de la notation n, c'est d'être capable de prendre la version où c'est qu'on s'approche de l'infinité de notation pour savoir, ok, ben ça va prendre combien de temps si notre tableau est presque infiniment grand. Fait qu'on va pas considérer chacune des instructions, ok, combien de temps ça prend. Ce qu'on va considérer, c'est quand j'agrandis la taille de mon tableau, qu'est-ce qui va avoir un lien dans mon algorithme. Donc, le but de la notation grand O, ok, puis on va voir c'est parce qu'il y a un grand O avec quelque chose, c'est de dire, si on fait fi du temps constant de chacune des instructions, ok, donc je m'en fous si ça me prend 10 instructions ou si ça me prend 1000 instructions, je sais qu'il va falloir que je fasse fois 1000. Fait que si j'ai un tableau de 1000 cases, j'ai un tableau de 10 millions de cases, ben c'est le 10 millions qui va être important, pas le nombre d'instructions que j'ai faites. Donc, le principe de la notation
grand O, c'est de dire je vais avoir un O, puis entre parenthèses, je vais avoir le temps que ça prend par rapport à notre nombre de cases de notre tableau. Fait qu'ici, pour notre exemple ici, où c'est qu'on utiliserait juste une book for, on aurait la notation n, pour dire que ça prend n fois de temps pour le faire. Si, par exemple, j'ai je vais faire rapidement, là. J'ai des books imbriqués. Donc ici, I++, ici, J++. Ben, si j'ai des books imbriqués, qu'est-ce qui va se passer? Ben, à chaque fois que je fais cette boucle-là, je vais avoir n, mais à chaque fois que je fais cette boucle-là, je vais avoir un deuxième n ici, là. Fait qu'en fait, pour celui-là, le principe, c'est que ça va être n à la 2. Pour dire que, ben, je grandis de manière OK, à la 2, pour dire que, ben, si j'en ai 10 cases, ça va me prendre 100 fois faire ça. Hein, ça va me prendre 100 itérations de book pour être capable d'arriver à bon terme. Fait que ce qu'on veut ici, c'est avoir ce qu'on appelle une complexité de temps qui est la plus petite possible. Donc, celui-là va prendre moins de temps que celui-là. C'est la version simplifiée de la notation grand O. Okay? Il y a d'autres affaires, là, on n'aura pas de... Nous autres, on va pas voir la théorie derrière la notation grand O. Vous allez voir ça dans votre prochain cours de prog. Mais c'est le principe que ça nous permet de tester les différents algorithmes. Fait qu'ici, si on regarde, on a une liste des différents algorithmes. Puis on a ici un exemple où on donne... On va agrandir ça, juste par principe. On va avoir un paquet de possibilités. Donc, on peut voir ici, on a le insertion sort, puis le selection sort. Puis on peut voir le temps moyen que ça prend, le temps dans le meilleur scénario, puis le temps dans le pire scénario. Ok, donc si c'est trié d'une manière où c'est que ça va prendre le plus d'itérations possible, qu'est-ce que ça va donner? Donc on peut voir ici que notre insertion sort puis notre selection sort, en moyenne, c'est ceux qui prennent le plus de temps, dénotés par la merveilleuse couleur rouge. Puis on a ici le quick sort, ok, qui est en moyenne d'une meilleure, ok, c'est n log n, donc c'est linéaire plus une courbe logarithmique, fait que ça fait en sorte que c'est moins que, ok, n à la 2. Puis, ce qui est intéressant, c'est que le quicksort, dans son pire cas, il est aussi bon que le insertion ou le selection, mais ça arrive presque jamais. Ok, parce que le quicksort est fait pour être appliqué sur un tableau qui n'est complètement pas trié. Ok, plus il est weird, plus le quicksort va mieux marcher. Là, la question, c'est, tu sais, je vous dis qu'on utilise le quicksort. Là, vous voyez ici, hey, ouais, mais là, qu'est-ce qui se passe là? Tu me dis que on veut avoir le plus petit possible, puis eux autres sont en vert, ça sonne comme si c'est meilleur. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ceux-là, c'est des sorts spéciales où c'est qu'il faut que le tableau ait déjà un état initial prédéfini. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait déjà des conditions qui sont remplies pour être capable d'utiliser ces différents tris-là. Fait que c'est pas des tris qui sont utilisables à n'importe quel moment. Ok, contrairement à tous ces autres-là. Il va falloir avoir des conditions que nous autres on n'ira pas dans les détails. Parce que on a déjà juste vu ces deux-là. C'est déjà des algorithmes qu'il faut être capable de comprendre. On a vu le merge short qui était intéressant. Ok.
Puis, on va avoir le quicksort qui va être aussi bon que le merge sort. Mais ici, on a la complexité de temps, donc combien de temps ça va prendre. Mais on a aussi la complexité de taille, donc combien de place en mémoire j'ai besoin pour gérer ça. Fait que, avec ça, on va être capable de tout gérer. Qu'est-ce qu'on a besoin? Parfait. Fait qu'il n'y aura pas de partie sur la complexité de temps ou ainsi de suite, mais c'est juste des affaires que je voulais que vous sachiez pour être capable de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a différents algorithmes, à quoi ça va ressembler, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les algorithmes qu'on voit. Ben parce qu'ils sont faciles à voir académiquement, mais sont difficiles à expliquer pour ceux qui sont bons. Parfait. Fait que ça, c'était notre partie sur... Est-ce que tu t'attends à ce qu'un nouvel algorithme sorte éventuellement? Pas pour le cas général. OK? Donc, il y a beaucoup de monde qui se penche sur la question, là, le quicksort avec le... Puis, tu sais, c'est comme... Le quicksort, ça a été bon pendant comme une vingtaine d'années, puis là, il y a eu une alternative qui est le double pivot quicksort. Puis, pourquoi est-ce qu'on a commencé à utiliser celui-là? C'est parce qu'on a roulé des heuristiques sur les différents programmes, puis on s'est rendu compte que pour 65% des programmes, ben le double pivot était plus rapide parce que la majorité des tableaux sont triés de manière aléatoire, mais pas purement aléatoire, fait que le double pivot marche mieux. Fait que il n'y a pas d'algorithme pur qui est meilleur, hein, tu sais, ou je pense pas qu'il va y avoir d'autres algorithmes purs qui est meilleur, mais surtout avec l'avenue du big data puis de la manière d'être capable de passer à travers ben des possibilités avec, mettons, des ordinateurs quantiques ou sinon du machine learning puis du AI, ça se peut qu'on trouve des variations qui vont être meilleures par rapport au genre de code qu'on a, au genre de tableau qu'on crée dans notre code. OK. Mais ça m'étonnerait grandement qu'il y ait un pur nouveau algorithme qui est juste plus rapide. OK, c'est bon. Ou sinon, il y a toujours un astérix qui vient avec. Fait que, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans le sens que faut que le tableau, ça soit des chaînes de caractères. Ou faut que le tableau, ça soit des entiers entre 1 et 100. Ou faut que le tableau ait une taille qui est un nombre premier. Tu sais, il y a tout le temps comme un... Une condition. Ouais, c'est ça, là, tu sais. À partir de là, des fois, il y en a des nouveaux algorithmes, mais c'est ça, c'est toujours... Dans ce cas-ci, voici un meilleur algorithme que le quicksort. OK. Fais référence à ceux qui est en vert, là, hein? Ben, c'est ça, exactement. OK. Excellent. Fait que on a le principe de algorithme de tri qui est fait. On a l'inverse des algorithmes de tri qui sont les fouilles. Donc, le principe de fouille, c'est d'être capable d'aller chercher dans un tableau. Donc, il existe deux types de fouilles. Puis, vous allez voir, dans les fouilles, il n'y a pas de meilleur algorithme. Il y en a deux. Puis, il y en a un des deux qui a besoin d'une condition. Fait que ça gère rapidement tous les cas. Donc, notre première, c'est la fouille linéaire. Donc, la fouille linéaire, son principe est assez simple. Puis, si je vous demande de créer un algorithme pour fouiller dans un tableau, donc je te dis, j'ai un tableau. À l'intérieur du tableau, je veux savoir s'il y a une case qui est le numéro 5. Puis je vous dis d'implémenter ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, la première idée qui va vous venir en tête, c'est de dire, ben, je vais avoir une book for. La book for va parcourir le tableau. Puis à chaque case, je vais regarder est-ce que c'est la valeur que je recherche. Bravo, vous venez d'inventer la fouille linéaire. OK? Donc, la fouille linéaire parcourt linéairement le tableau, va regarder chacune des cases une à une, puis va se dire, OK, ben, est-ce que c'est la valeur que je recherche? Oui ou non? Sinon, je passe à l'autre.
Fait que fouille linéaire, il n'y a rien de trop fancy, ça va très bien. La deuxième type de fouille, qui est la fouille binaire, où si tu veux être fancy puis aller chercher plus de diplômes qu'un baccalauréat, ils vont appeler ça la fouille dichotomique. Mais la fouille binaire, le principe, c'est si le tableau est déjà trié. Donc, si le tableau est déjà dans un ordre croissant ou un ordre décroissant, ou en tout cas, tu sais l'ordre, on est capable de faire un petit peu mieux. Pour être capable de comprendre la fouille binaire, on va penser à un bottin de téléphone. Okay? Donc, ici, j'ai un homologue de bottin de téléphone, puis j'essaie de trouver quelqu'un dans le bottin de téléphone. Donc, je sais qu'à un moment donné, dans 10 ans, cette affaire-là ne marchera plus comme référence, mais je pense que pour l'instant, tout le monde sait encore c'est quoi un bottin de téléphone, même si ça fait 10 ans que j'en ai pas vu un. Fait qu'un bottin de téléphone, c'est quelque chose qui a les adresses de tout le monde en ordre alphabétique. OK? Fait que je cherche le numéro de téléphone de mon chumé, OK? Bobby. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais, s'il n'est pas déjà numéroté, là, ce que je vais faire habituellement, c'est que je vais commencer dans le milieu, puis je vais regarder, OK? Je m'en vais de quel bord? Hein? Parce que si je cherche les B, puis en ce moment, mettons, je regarde, puis je suis dans les F, ben, je sais que toute la partie après où c'est que je regarde, c'est sûr qu'il sera pas là. Donc, je suis capable de mettre de côté complètement la moitié de toutes mes valeurs en regardant dans le milieu du bottin. Une fois que j'ai regardé dans le bottin, bon, j'ai pas encore trouvé. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre la partie qui me reste, je la recoupe en moitié, hein, puis je regarde de nouveau là. Puis là, je suis, est-ce que je m'en vais de ce bord-là, ou est-ce que je m'en vais de ce bord-là dans la partie qui reste ici? Donc, à chaque fois que je regarde quelque part, je vais être capable de décider, puis de enlever de mon équation, enlever de mon algorithme la moitié des valeurs. Puis là, je continue ça jusqu'à temps que soit je tombe dessus directement, ou sinon, ben, je tombe à un endroit où c'est que, ben, il n'y a plus de page à trier, puis il n'est pas encore là, fait qu'en fin de compte, il n'a pas été mis dans le bottin cette année-là, puis je l'ai pas trouvé. Donc, le principe de la fouille binaire, c'est de dire, je regarde dans le milieu, puis je vais aller voir soit d'un bord, soit de l'autre, pour aller chercher ma valeur. Donc, le principe de cet algorithme-là est présenté ici. Fait que j'ai un tableau, puis je suis en train de chercher la valeur 23. Je sais que le tableau est trié, mais je sais même pas si le 23 est à l'intérieur. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller regarder dans le milieu, puis je vais aller mettre de côté un bord ou l'autre de mon tableau. OK? Fait que ici, bon, puisque le tableau est pair, il va falloir comme on peut pas directement tomber dans le milieu, fait qu'on fait juste prendre la case à gauche. Puis là, je dis, ben, OK, est-ce que ça c'est ma valeur que je recherche? Non. Fait qu'il faut que, soit que je dise, je sais qu'il sera pas ici, ou je sais qu'il sera pas ici. Fait que, en voyant que c'est 16, moi je recherche 23, 23 c'est plus grand que 16, fait que je peux dire, OK, ben, ça fait pas partie de cette partie-là de mon tableau. Fait que là, je prends la nouvelle partie, puis je me repositionne dans le milieu. Je me repositionne dans le milieu, puis je regarde, est-ce que c'est ma valeur que je recherche? Non. Fait que, est-ce que c'est cette partie-là que j'enlève, ou est-ce que c'est cette partie-là que j'enlève? Ben, moi, je cherche 23, fait que je sais que 56 est plus grand, fait que toute la partie de droite est enlevée. Je dis, je sais que c'est pas là-dedans. Fait qu'il me reste juste mes deux valeurs ici, je commence, quand j'ai une ambiguïté, je check à gauche, puis là, je dis, ben, je recherche 23, est-ce que c'est 23? Oh, c'est 23! Fait que, à ce point-là, j'ai réussi à trouver ma valeur, puis je l'ai faite en 1, 2, 3 étapes, sans, même si le tableau a 10 cases. Donc, la fouille binaire est exponentiellement plus rapide que la fouille linéaire, parce qu'on est capable de couper le tableau en deux à chaque fois. Si on regarde comment est-ce qu'on fait ça,
Et on va l'avoir pas en... Ouais. Fait que on va avoir ici notre tableau, ok? Puis la valeur qu'on recherche. Ça va bien. On dit, bon, on a deux bornes, ok? Qui vont être la borne de gauche puis la borne de droite. Qui vont me dire, ben quand j'ai mon tableau, je veux savoir c'est entre la borne gauche et la borne droite que je vais trouver ma valeur. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais avoir ma borne de gauche puis ma borne de droite au début. Puis quand je vais trouver quelque chose, ben je vais pouvoir rapporter la borne de gauche ici. Donc on peut voir que le L est égal à 5. Puis là-bas, tu sais, le L puis H est low puis high. Là, donc la borne haute va rester à la dernière valeur. Puis quand je regarde dans le milieu, ben là, je rétrécis mes bornes. Puis je regarde toujours entre mes bornes pour essayer de vider une partie ou l'autre. Fait que tant que ma borne de gauche est plus petite que ma borne de droite, parce que si à un moment donné j'ai juste jamais trouvé la valeur, ils vont juste se croiser. Bon, je trouve ma borne de milieu. Fait que ma borne de milieu, ça va être la borne de droite divisée en 2 plus 1, donc c'est juste un petit calcul arithmétique pour trouver le milieu entre mes deux bornes. Ça me trouve le numéro du milieu. Bon, si je tombe direct sur ma valeur, j'arrête, je l'ai trouvé, j'ai fini, ça va bien. Si je l'ai pas trouvé, ben là, il faut que je coupe une partie ou l'autre de mon tableau que je suis en train de regarder. Fait qu'il faut que soit que je bouge ma borne de gauche, soit que je bouge la borne de droite. Fait que si la valeur où c'est que je suis tombé sur mon milieu, si elle est plus petite que la valeur que je recherche. Donc, comme notre première itération. Donc, si la valeur que je suis tombé, elle est plus petite que la valeur que je recherche, le 23, ben ça veut dire qu'il faut que je bouge ma borne de gauche. Donc, si la valeur que je suis tombé dessus est plus petite que la valeur que je recherche, je bouge ma borne de gauche pour dire, ben, c'est une case plus loin que la valeur courante. Parce que c'est pas la valeur courante, je l'ai checké, fait que c'est sûr que ça va être à l'intérieur de plus 1 de le milieu courant. Sinon, ben ça veut dire que, comme on avait dans l'exemple ici, la case que j'ai trouvée est plus grande que la valeur recherchée, ben là c'est la borne de droite qu'il faut que je bouge. Donc je bouge la borne de droite, encore une fois en disant, ben passe par-dessus ma case courante, bottant à moins 1 pour dire c'est ça ma nouvelle borne de droite. Puis à chaque fois, ben ratrécis les bornes jusqu'à temps que soit les bornes vont s'inverser puis j'ai jamais trouvé ma valeur, ou sinon je vais avoir tombé directement sur ma valeur, j'aurais pas eu le choix. Fait que ça, c'est notre algorithme de recherche binaire. Cet algorithme-là, je m'attends aussi à ce que vous soyez capable de le comprendre, le décortiquer. Donc, être capable de revoir ça, d'être capable de représenter ces différentes étapes-là de notre tri. Parfait. Prochain sujet de la journée, ça va être les expressions régulières. Donc, les expressions régulières, on n'ira pas dans les détails, c'est pas quelque chose qui est dans le curriculum du cours, mais c'est quelque chose que je trouve qui est manquant quand on commence à travailler, puis on se demande toujours les mêmes questions par rapport à des chaînes de caractères, puis comment essayer de trouver des possibilités dans des chaînes de caractères. Fait qu'on va regarder ici ce qu'on appelle les expressions régulières. Fait que le principe d'expression régulière, c'est d'être capable de donner une formule générale pour représenter plusieurs valeurs de texte possibles. Je m'explique.
Fait que le principe des expressions régulières, c'est d'être capable de dire est-ce que le texte suivant répond aux règles suivantes. Fait que le principe de base, c'est de dire, bon, mettons que je marque allô. Si je marque allô, ça marche. Si je marque bonjour, ça marche. Si je marque salut allô, ok, je peux voir que l'expression régulière, son principe, c'est qu'il a détecté des allos à deux endroits. Donc, le principe des expressions régulières, c'est d'être capable de dire dans un texte, ok, ou dans une phrase, ou dans une chaîne de caractères, je suis capable de détecter l'expression suivante. Fait que si j'essaye allô, ça marche pas. Si j'essaye alzo, ça marche pas. Si j'essaye azo, ça marche pas non plus. Parfait. Fait que là, le principe, c'est que les expressions régulières, on va avoir des règles qui me permettent d'avoir des variations autres que le texte lui-même. Fait que si, admettons, je veux être capable de dire, j'ai, une tante qui s'est fait couper la langue dans le milieu, fait que si elle me répond allô, ça marche, mais ça se peut des fois que ça sonne un petit peu mal, puis que ça sonne, puis ça dise alzo à la place. Donc j'aimerais ça être capable de dire, je veux que allô, ça marche, mais je veux aussi que alzo, ça marche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des règles, puis ici, il y a une série de règles possibles, sur une syntaxe qui me permet de faire des variations. Donc, si je veux avoir une variation de lettres possible, ce que je peux faire, c'est utiliser les braquettes carrées. Braquettes carrées. Puis avoir à l'intérieur des braquettes carrées les différentes variations possibles. Fait que ici, on peut voir, j'ai AL, fait qu'il faut toujours que ça commence par AL. Mais après ça, si j'ai un L ou si j'ai un Z, ça marche. Puis après ça, je vais avoir un O. Fait que là, je peux voir que mes allo, ça marche. Mes allo, ça marche. Mes alzo, ça marche aussi. Excellent. Je peux avoir différentes versions de ce que j'ai besoin. Donc, on va voir ici quelques petits éléments. Si, admettons, j'aimerais ça que ça marche aussi avec toutes les lettres de A à Z. Fait que si, admettons, j'ai also, puis albo, ok, je peux avoir des un petit tiret qui va me dire de A à Z. Ben, ça commence par AL, donne-moi une lettre de A à Z, je m'en fous c'est laquelle, puis ça va marcher. Je peux être plus complexe que ça. Je peux dire, ok, ben, ça se peut qu'il y ait deux fois une lettre bizarre, qui est, mettons, A, L ou Z. Fait que j'aimerais ça aussi que celui-là marche. Mais que ça continue avec le allo aussi. Fait qu'ici, ce que je peux faire, je pourrais avoir un deuxième bloc avec des crochets carrés, puis marquer ici LZ aussi. Mais on a différentes méthodes de faire. On a ici la possibilité de spécifier avec des braquettes, des accolades, un nombre précis que je veux avoir. Fait que j'ai le A, je dis que suivant le A, je vais avoir un LZ, un L ou un Z, puis en suivant le L ou Z, je répète ça deux fois. Puis après ça, j'ai un O. Fait qu'ici, si je marque allô, ou si j'ai zlo, ça marche pas. Je peux avoir des opérateurs qui vont être une variation, donc je suis pas obligé d'avoir spécifiquement deux. Je peux décider d'avoir un plus. J'ai dit un plus.
j'ai un nouveau clavier là, qui est spécial, là, il y a plein de touches, là, je suis plus capable de taper, là. C'est pas que je sais pas taper, là. Habituellement je sais taper. Donc ici on a le A, ok? On a la liste L ou Z, puis quand j'ai le plus, qu'est-ce que ça implique? C'est que ça dit faut qu'il y ait un ou plusieurs fois le dernier pattern que t'as écrit. Fait que faut qu'il y ait un L ou un Z, une ou plusieurs fois, le nombre de fois m'importe peu. Ça va marcher pour toutes ces versions-là. Fait que ici, j'ai le Halo, j'ai le Halo avec juste un L qui marche maintenant. J'ai le Azo qui marche, j'ai le Azo qui marche, j'ai le Halo, puis j'ai le Az, mais juste la partie de A en avant, là, tu sais. Zlo qui marche. Donc, avec ça ici, on est capable de représenter différentes expressions qu'on dit régulières. Ça veut dire qu'il faut que ça soit représenté par un pattern, puis tant que le pattern fonctionne, on est capable de l'utiliser. Comment est-ce que ça marche en Java? On va avoir ici, je vais vous donner un exemple. Donne-moi un exemple. Excellent. J'aimerais ça, je vais voir le matches. Ouais, ok. Fait que on a ici, dans nos différentes strings, un support pour le regex par rapport avec matches. Ok, donc matches va me retourner vrai si la chaîne au complet représente le regex. Fait que si on avait la chaîne Halo, puis que j'aurais la chaîne Halo que je reçois quelque part, je ferais un point matches, puis là je marquerais ça ici, ça me donnerait true, pour dire que cette chaîne-là est bien représentée par cette expression-là. Donc ça va être l'utilité la plus typique qu'on va avoir. Là ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le regex, c'est hautement illisible. Je m'explique. Fait que, mettons, je veux... J'aimerais ça avoir une expression pour des codes postaux canadiens. Hein? Donc, je veux savoir si, mettons, une chaîne de caractères représente un code postal. Tu sais, mettons, je fais un e-shop quelconque, là, puis il faut que tu rentres ton code postal. Si tu as sélectionné Canada, il faut que ça représente un code postal canadien. Sinon, ben, il faut que j'aille une validation qui dit ça marche pas ton affaire, écris-moi un code postal canadien. À quoi ça peut ressembler? Ben, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Qui est vraiment complexe. Fait qu'on peut voir ici la prémisse de base. Hein? Donc, j'ai une lettre en majuscule. J'ai un chiffre. J'ai une lettre. J'ai un espace. Le point d'interrogation, c'est pour dire c'est possible que ce soit pas là. Fait que ça se peut que ton code postal, il y ait un espace. Ça se peut qu'il n'y ait pas d'espace. Hein? Donc, si je mets pas d'espace, ça devrait quand même marcher. On a un autre chiffre, on a une autre lettre, puis on a un autre chiffre. Mais on peut voir ici qu'il y a différents éléments auparavant, okay, qui sont en fait des caractères qui sont interdits dans les codes postaux. Fait qu'il y a des manières de dire, ben pour tout le restant de la chaîne, t'as pas le droit de mettre ces genres d'affaires-là. Puis ça vient avec ça ici. Ou sinon, un autre. Un numéro de téléphone. Ça peut ressembler à ça ici. Fait que le principe, c'est que le numéro de téléphone, il peut être indiqué de plein de manières. Hein? Fait que si tu as un numéro de téléphone, habituellement tu as 3 chiffres, okay, un indicatif régional, mais ça se peut qu'ils soient en parenthèse. Mais ça se peut qu'ils soient pas en parenthèse. Mais ça se peut
faut qu'il y ait, s'il y a une parenthèse au début, il faut qu'il y ait une parenthèse qui ferme. Puis après ça, ben si j'ai une parenthèse, je devrais pas avoir un tiret, je devrais avoir un espace, mais ça se peut que j'aille 3 chiffres, un tiret, un autre 3 chiffres, tiret, un autre 4 chiffres. Donc il y a comme plein de variations possibles. Puis le langage des expressions régulières est capable de gérer, mais ça devient rapidement illisible. Fait que la majorité du temps, tu vas passer pas mal de temps à décortiquer les différents expressions régulières que tu vas rechercher pour pouvoir les utiliser dans ton code, mais tu vas être capable de chercher ces différentes expressions régulières-là. Excellent. Fait que ça, c'est le principe d'expression régulière. Dernier sujet principal de la journée, ça va être les array lists. Donc, jusqu'à présent, on a travaillé avec les tableaux, puis on avait dicté que les tableaux avaient des restrictions très à droite sur la taille qu'il faut avoir. Donc, quand on crée un tableau, on dit c'est quoi la taille, puis slack, on est pogné là, on ne peut pas agrandir, rétrécir, modifier la taille du tableau. Donc, la bibliothèque principale, donc le monde qui ont créé Java, ont décidé de créer une collection. Donc, le but des collections, c'est d'être capable d'emmagasiner une liste d'éléments. Puis, on va avoir le ArrayList qui va avoir différentes méthodes, puis que lui va nous donner des fonctionnalités générales. Puis derrière, l'implémentation, ça l'utilise des tableaux, mais comme si j'ai besoin d'avoir une case de plus, il va automatiquement créer un nouveau tableau qui est un petit peu plus grand, copier les données dedans, détruire l'ancien tableau, puis toute cette abstraction-là, ok, moi j'y touche pas. La seule chose que j'ai besoin de savoir, c'est comment utiliser la classe ArrayList, puis comment utiliser les différentes méthodes, puis à partir de là, je suis capable d'utiliser les ArrayLists comme j'ai besoin. Fait que, ce qu'il faut savoir pour travailler avec les ArrayLists, c'est comment créer des ArrayLists, puis comment utiliser les différentes méthodes de la classe. Fait que le principe principal, c'est premièrement la création de la classe. Donc, la création de la classe utilise ce qu'on appelle des classes génériques. Donc, quand on crée le tableau, avec le ArrayList, quand on crée la liste, hein, donc le nom c'est la liste, il va falloir spécifier, ça va être un tableau de quoi à l'intérieur. Okay, donc c'est une liste de quoi. De la même manière que quand on crée un tableau, il fallait spécifier le type, quand on utilise le ArrayList, il faut dire ça va être une liste de quoi. Ça va être quoi les éléments à l'intérieur. Puis la syntaxe va être différente. On va voir bien plus tard c'est quoi les principes de cette syntaxe-là. Pour l'instant, il faut prendre un petit peu ça comme du cash. Fait que comment ça va marcher, c'est qu'on va avoir le nom de la classe, ArrayList. On va avoir des plus petits, plus grands, ok, donc des petits crochets. Puis à l'intérieur, on va avoir le nom de la classe de l'élément qu'on veut emmagasiner. Donc, si je veux me faire un tableau de différents noms, je vais utiliser le ArrayList avec les crochets carrés, le nom du type d'élément que je veux avoir dans ma liste. J'y donne le nom pour la variable que je suis en train de créer. Puis après ça, j'ai un new, ok, donc le constructeur, avec la même syntaxe, le mot ArrayList, puis entre crochets, le type d'élément que je veux aller mettre. Fait que là, ce que je suis en train de créer, c'est un ArrayList, une liste de chaînes de caractères. Si j'aurais voulu, j'aurais pu créer un tableau de rectangles, une liste de rectangles, ou c'est que ça aurait été ArrayList de crochet rectangle. Une fois que j'ai cet élément-là, ce qu'on va être capable de faire, c'est d'aller chercher les différents éléments. Là ici, puisque c'est une classe, on n'utilisera pas la syntaxe de tableau. Les crochets carrés, c'est seulement pour la syntaxe de tableau pur. Okay? Nous autres, on est en train d'utiliser une liste qui est derrière une classe qui fait tout pour nous. Fait que nous, on va falloir utiliser les différentes méthodes de la classe. Fait que c'est quoi les différentes méthodes de la classe? On a la méthode add,
qui me permet d'ajouter un élément à la liste. Comme j'ai dit, les listes sont complètement dynamiques. Ce que ça veut dire, ça, c'est que j'ai pas besoin de me badrer de savoir, ok, ben c'est quoi la taille courante de la liste ou ainsi de suite. Ça va automatiquement me le donner. On n'a pas besoin de savoir la taille d'avance ou de créer la taille d'avance. Tout ça, c'est reconnu automatiquement. On a la méthode remove qui me permet de sortir la valeur à l'indice donné. On a un set qui va permettre de remplacer un élément par un nouveau. Donc ici, si j'ai rajouté un élément dans ma liste, puis je dis, ben, à l'indice 0, remplace-moi ça, je veux que tu écrases l'ancien élément par nouveau. On est capable d'aller chercher un élément spécifique. OK? Donc, on a ici le get avec un indice quelconque. Donc, ça ici, c'est comme mes crochets carrés habituels. C'est avec le get qu'on va aller le faire. Puis, on est capable d'aller chercher la taille de ma liste avec la méthode size. Fait que, mettons, si je vais aller chercher le dernier élément de ma liste, ben, je peux utiliser names.get. Hein, donc, il y a besoin d'aller chercher un indice. Puis, ce que j'utilise, ben, j'utilise la taille moins 1. Hein, parce que la taille, c'est le nombre d'éléments. Mais, puisque les indices commencent à 0, ben, si j'ai 5 éléments, ben, mon dernier indice, ça va être 4. Parfait. Excellent. Dernière chose qu'il faut spécifier pour les ArrayList, c'est les éléments que je peux mettre ici. Okay? À l'intérieur du type voulu pour le tableau, j'ai le droit de juste mettre des classes. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça veut dire que j'ai pas le droit de mettre ce qu'on appelle les types primitifs. Donc, ce qu'on avait vu avec tous les noms de type qui est juste en minuscule, fait que genre int, double, boolean, toutes ces affaires-là, j'ai pas le droit de l'avoir comme étant un élément de tableau pur. Un élément de liste pur. Pour être capable de pallier à ça, ce que la librairie Java a fait, c'est qu'elle a fait des classes qui représentent les types primitifs. Fait que on va avoir tous nos types primitifs, donc le int, le long, le short, le double, tous les types primitifs. On va avoir des classes qui sont représentées avec le même nom habituellement, mais juste avec une lettre majuscule. Fait que si je veux faire un tableau de int, il faut en fait que je fasse un tableau de integer. Fait qu'en gros, le but de ces classes-là, ce qu'on appelle des wrapper classes, c'est juste d'avoir une classe dans laquelle la seule affaire, c'est qu'il y a un attribut du type primitif. C'est juste pour contourner la restriction qui nous demande d'avoir des listes avec des éléments de classe à l'intérieur. Puis, pour être capable de tout gérer ça facilement puis rapidement, on a ce qu'on appelle le autoboxing, qui va me permettre de dire, ben, même si j'ai un tableau de objet de type integer, si je lui assigne un int, lui, il va faire la conversion automatique en objet pour que tout marche avec le tableau. Donc, la chose qu'il faut se souvenir, en gros, c'est que si je fais une liste, hein, puis que dans la liste, on a besoin d'indiquer la classe des éléments, j'ai pas le droit de mettre un type primitif. Si je voudrais avoir un type primitif, il faut que je mette la version du wrapper class, okay, à l'intérieur de ma liste, pour être capable de dire, ben, ça va être un tableau de integer, ou un tableau de double. Un tableau de string, c'est déjà des classes, on est correct, on n'a pas de problème. Un tableau de boolean, à la place de boolean, avec un B minuscule. Excellent. Donc, ça fait le tour de la matière d'aujourd'hui.
pour le restant de la période, je vais vous déplacer dans vos différentes salles, puis vous allez pouvoir continuer les différents exercices pour vous pratiquer en vue de notre avant-dernière évaluation hebdomadaire la semaine prochaine.